Ce qui est vrai, c'est que, comme beaucoup d'autres, j'ai partagé une sorte de rêve, le rêve d'une mondialisation tempérée, maîtrisée, de sorte que ces aspects positifs soient mis à profit et ces aspects négatifs corrigés. Et si j'avais à résumer cette espèce de rêve, et encore une fois, c'est un résumé pour aller vite, ce rêve, c'était que, quelque part en 2150, les États-Unis, d'un côté, et la Chine de l'autre, auraient convergé vers une sorte de modèle européen, modèle civilisationnel, tempéré, des libertés publiques, de la protection sociale, de la protection de l'environnement, un accès à la culture, qu'en gros, pendant toute cette période, et en partie grâce à la mondialisation, l'Amérique deviendrait moins violente et les Chinois plus libres. Alors, le moment où j'ai commencé à déchanter, c'est assez récent d'ailleurs, au fond c'est après la crise de 2008, quand on a commencé à réaliser que la crise de 2008 n'était pas seulement un choc financier, économique, et que ça allait être, dans le sillage de ce choc économique et financier, ça allait être un grand choc social, politique et donc géopolitique pour cette planète. Et c'est là, au fond, que ce rêve a peut-être commencé à dérailler, encore que nous ne soyons que dans les premières étapes de ce déraillement, si c'en est un. Et une des raisons pour lesquelles, pour l'instant en tout cas, il faut renoncer à ce rêve, c'est que de part et d'autre, la crise de 2008 a eu des conséquences qui ont fait que les États-Unis et la Chine ont cessé de converger et se sont mis à diverger sur le plan idéologique, sur le plan de la conception de ce qui est bon ou pas bon de ce monde. La Chine, à l'occasion de la crise de 2008, a dû re-augmenter la part de son économie qui était sous le contrôle de l'État et du parti. Comme vous savez, en Chine, l'État et le parti, c'est la même chose. On est passé d'à peu près 15% à 30%. Et puis est arrivé derrière ça, et ça n'est pas l'un qui est la conséquence de l'autre, c'est une sorte de coïncidence, encore que la crise de 2008 ait peut-être préparé les esprits à ça en Chine, est arrivé un président, qui s'appelle M. Xi Jinping, qui est un communiste pur et dur, un nationaliste, agressif, à la différence de la plupart de ses prédécesseurs depuis M. Deng Xiaoping, c'est-à-dire les années 80. Et puis du côté américain, la crise de 2008 a donné lieu à l'élection de M. Trump, et c'est là que j'en viens aux faits et gestes de notre docteur Folamour des droits de douane, parce que c'est là que nous sommes aujourd'hui, et notamment dans cette partie de bras de fer qu'il a entamée avec la Chine. Alors nous sommes tous, y compris moi de temps en temps, un peu perdus, parce que tous les matins, ça change, on ne sait plus combien il a mis de droits de douane sur combien d'importations chinoises, et puis s'il a exonéré les machines à laver ou les téléphones mobiles. On s'y perd, donc je résume pour faire simple. Avant, les États-Unis pratiquaient un droit de douane moyen pondéré de l'ordre de 3% sur les importations chinoises aux États-Unis. Première étape, M. Trump a porté ce 3% en 2 ou 3 fois, enfin c'était la première étape, à 12%, qui est le droit de douane moyen pondéré, avant la dernière flopée qu'il a annoncé, comme toujours sur Twitter, qui est devenu l'endroit où il faut regarder le matin pour savoir combien on paye de droits de douane quand on est chinois. Et puis, la semaine dernière, il est passé de 12 à 18. Aujourd'hui, alors qu'il est, le droit
droits de douane moyens pondérés que les Chinois payent pour exporter aux États-Unis, c'est 18%. Et puis dans le même tweet, ou un jour après, je ne sais plus, on s'y perd, il a dit qu'il pourrait encore faire mieux. Et il a dit sur combien de marchandises il augmenterait les droits de douane, et si vous faites le calcul de ce qu'il a annoncé comme il pourrait encore faire mieux pour leur faire plus mal, pour bien leur faire comprendre qu'il faut qu'ils baissent les bras dans cette partie de bras de fer, ce qu'il a annoncé tourne autour d'une trentaine de pourcents. Hein? Donc on était à 3, ensuite on est passé à 12 en un an et demi, aujourd'hui on est à 18 depuis la semaine dernière, et peut-être, si le docteur Folamour continue, on va aller aux alentours de 29,30. Jusqu'à présent, ça n'a pas fait très mal. Le 12, voire le 18%, si vous regardez l'indicateur pertinent qui est le prix en dollars sur le marché américain des marchandises chinoises importées aux États-Unis, qui ont été soumises à des droits de douane, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Sauf sur une certaine catégorie qui sont les appareils ménagers, de telle sorte que les ménages américains les moins favorisés sont maintenant obligés d'acheter des machines à laver qui sont 20% plus chères que ce qu'était avant que Trump... Voilà. Pour l'instant, c'est le seul vraiment résultat pour le consommateur américain, mais on approche d'une zone où ça va commencer à mordre sérieusement parce que, jusqu'à présent, il y a eu deux amortisseurs qui ont joué. Le premier, c'est la valeur de la devise chinoise, qui, comme vous l'avez remarqué, a une certaine tendance à baisser, depuis que M. Trump monte ses droits de douane. Et tout économiste de troisième année aura à peu près compris que ces deux quantités sont un peu communicantes. Et puis, les exportateurs chinois et les importateurs américains ont mangé sur leur marge, qui était, disons, suffisamment confortable pour baisser de 5, 6, 7%. Donc si vous faites la somme des deux, vous avez à peu près le résultat. Mais ça, c'est à peu près terminé. Et donc maintenant, s'il continue, à supposer qu'il n'y ait pas d'importation de substitution, il y en a de moins en moins, parce qu'évidemment, il a commencé, ce qui est normal, les gens de l'ouestière ne sont pas idiots, il a commencé par taper sur des importations les Américains pouvaient se fournir ailleurs qu'en Chine. Et ça devient de moins en moins vrai, parce que la partie des importations qui est substituable se rétrécit. Et donc, ça commence à devenir difficile. Et là, on en vient au fond du problème, hein, qui est qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que M. Trump a en tête? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, pour revenir à ce que M. Trump a en tête, et je reconnais que c'est un exercice extrêmement périlleux, surtout pour nous, Français, cartésiens, analytiques, qui voulons toujours comprendre les cohérences, y compris lorsqu'elles sont cachées très loin. Il se trompe quand il dit que la Chine triche avec les règles du commerce mondial. Mais là où il ne se trompe pas, et il ne se trompe pas partout, il ne se trompe pas en ce sens que les règles du commerce mondial aujourd'hui ne disciplinent pas assez un certain nombre de pratiques chinoises, et notamment, et principalement, les pratiques de subvention qui sont inextricablement liées au fait que l'économie chinoise est sous contrôle du parti et de l'État à hauteur de 30%. Ceci implique que ce secteur d'État dispose d'avantages compétitifs indus, notamment sous forme de subventions, et c'est vrai pour les entreprises, y compris les nôtres, qui sont en concurrence avec elles sur le marché chinois dans la mesure où il est ouvert, il est assez bien ouvert, en tout cas par rapport à d'autres pays en voie de développement. Alors est-ce que la Chine est un pays en voie de développement? Laissons cette question, le sexe des anges sur le côté pour l'instant. Et puis par ailleurs, nous sommes en concurrence aussi sur d'autres marchés, y compris de temps en temps les nôtres, avec des entreprises chinoises qui sont subventionnées, et ça ne va pas. Bon, là, il y a un point sur lequel il met le doigt, il ne l'a pas découvert. La réforme du régime
de discipline de l'OMC sur les subventions était à l'ordre du jour du train de réforme précédent de l'OMC qu'on avait appelé Round de Doha, ce qui fait que personne ne comprenait rien à ce que ça voulait dire. Pourquoi Doha? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, quand on dit réforme de l'OMC, on comprend ce que ça veut dire. C'était une entreprise qui consistait à modifier, renégocier, actualiser un certain nombre de règles de l'OMC. D'ailleurs, dans le Doha Round en question, il y avait 20 chapitres du code de règles de l'OMC qui devaient être renégociés, dont l'accord sur les subventions. Je note au passage, que tout soit bien clair, que l'un des acteurs du commerce international qui s'est montré le moins enthousiaste à renégocier les règles de l'OMC sur les subventions, ce sont les Américains. Et notamment pour des raisons qui tiennent au fait que, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, ils n'ont pas le nez très profond en matière de subventions, et que donc, leurs juristes, je le sais parce que j'ai eu le même problème avec les miens, et à l'époque d'ailleurs j'ai eu probablement le tort de les écouter trop, on dit attention, si vous commencez à resserrer les mailles d'une filiale de l'OMC pour attraper les poissons chinois, il y a aussi des poissons de chez nous qui vont se faire attraper. Donc ça, c'est le sujet de fond. Évidemment, M. Trump se trompe complètement quand il prend prétexte pour faire ça du déficit commercial américain, dont chacun sait que ça n'est un problème pour personne, sauf pour lui. Il n'a toujours pas compris qu'il a le dollar, qui est là où America est vraiment en first, et qu'à partir du moment où vous avez la disponibilité du dollar, vous pouvez vous payer un déficit commercial structurel pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tant que les gens prennent du dollar, il n'y a aucun problème. Un déficit commercial n'a jamais été un problème que lorsqu'on a une difficulté à le financer. Il se trompe aussi quand il pense qu'il va traiter le problème tel qu'il le voit en forçant les Chinois à acheter des Boeing. Ça ne va pas changer grand-chose. Et en plus, évidemment, il se trompe probablement parce qu'il prend le risque, et on commence à en voir les prémices ici ou là, il prend le risque que, enfin, le Congrès des États-Unis se réveille, actionné par des marchés qui, manifestement, n'aiment pas ces tweets et ces passages de 3 à 12 et de 12 à 18 et peut-être à 29, et donc il est, de ce point de vue-là, sur une mauvaise pente. Probablement. Même si, il faut reconnaître que son soutien de l'opinion publique américaine est ce qu'il est, mais ça, vraiment, c'est pas vraiment notre problème à nous. C'est vrai qu'actuellement, s'il y avait des élections aux États-Unis, il serait élu les doigts dans le nez, parce qu'il a bien solidifié la base sur laquelle il est monté quand il a été élu en 2007. Donc le problème de fond, c'est de savoir si et comment l'avantage injuste dont bénéficient les Chinois dans l'échange commercial international en matière de biens et en matière de services, est-ce qu'il peut être corrigé ou non? Et là, il y a deux stratégies possibles. La sienne, qui consiste à taper comme un sourd sur la tête des Chinois, à insulter les négociateurs chinois quand ils arrivent chez lui, qui prend vraiment une humeur tout à fait amicieuse, mais enfin bon, on peut supposer qu'il a des raisons de penser que ça marche. D'ailleurs, il a à peu près écrit ça dans le bouquin qu'il avait écrit il y a 30 ans. J'ai constaté une fois de plus que de temps en temps, on devrait s'intéresser à des livres. Les gens qui deviennent dirigeants de cette planète écrivent il y a 30 ans. Évidemment, c'est pas facile à noter, mais enfin, dans un certain nombre de cas, 30 ans après, on se dit, mince, j'aurais quand même dû dire ce truc pour comprendre ce qui allait se passer. Il y a une manière, donc, qui est la sienne, dont je pense qu'elle ne marchera pas avec les Chinois, peut-être que je les connais, ne serait-ce que parce que l'horizon temporel de Trump, c'est la fin de l'année prochaine. L'horizon temporel des Chinois, c'est 2100, 2150. On va commencer par 2050, voire même 2030 d'ailleurs. Les Chinois savent gérer le temps, donc ils vont faire quelques concessions pour permettre à M. Trump de dire qu'à force de taper, il leur a fait entendre raison. La grande question est de savoir pas combien ils vont avaler de Boeing, encore que ce soit embêtant pour Airbus, et je ne dis pas que s'il fait un troc de ce genre, ce ne sera pas un problème, enfin, ce n'est pas un problème systémique. Qu'est-ce que les Chinois vont accepter de structurel
dans un deal avec les Américains. Et quand je dis structurel, c'est quelque chose qui bénéficierait à tout le monde, y compris aux Américains. Si les Chinois commencent et vont dans la direction de ce qu'ils ont laissé flotter récemment, depuis 3-4 mois, j'en ai parlé avec le premier chinois il y a quelques semaines, ce qu'on appelle le principe de competitive neutrality, whatever that means, très chinois. Chose qui ressemble à la neutralité de la compétition. Les gens qui gèrent les aides d'État à Bruxelles, ils aiment bien ce truc. Bon, évidemment, penser que c'est ça que les Chinois ont tenté, c'est sûrement aller un peu vite. Mais il y a un mouvement dans cette direction. De combien les Chinois vont-ils avancer bilatéralement? Vont-ils avancer bilatéralement et ensuite revendre ça multilatéralement, ce qui serait assez intelligent? La réalité étant que, à la différence des achats de Boeing ou de soja, vous ne subventionnez pas bilatéralement. Si vous subventionnez vos échanges, vous les subventionnez pour tout le monde. Il n'y a pas un poulet multilatéral et un poulet bilatéral. Et donc, la grande question, c'est celle-là, et c'est là évidemment qu'intervient l'Europe, parce que l'Europe partage le diagnostic selon lequel il faut effectivement traiter cette question au plan global, mais elle ne le fait pas de la même manière. Elle a entrepris depuis 18 mois, et de ce point de vue-là, pour l'instant, elle n'est pas à dindon. L'idée en général qu'en matière commerciale, l'Europe est un dindon est une idée fausse. L'Europe n'est un dindon que là où elle ne pèse pas. Comme les autres, elle sait à peu près débrouiller quand elle a le poids qui correspond à celui de ses partenaires, de ses adversaires ou des négociations qu'elle mène. Donc la grande question, c'est celle-là. Ce que l'Europe a réussi à faire jusqu'à présent, que M. Trump n'a pas réussi à faire, c'est amener les Chinois à dire que, oui, finalement, après mûre réflexion, ce serait quand même bien de reparler sérieusement de cet accord sur les subventions à l'OMC. Et ça, c'est le résultat des derniers communiqués entre les Européens et les Chinois. Alors, on ne veut pas dire du tout qu'on y est, parce que les Chinois mettent des tas de conditions, en disant, ah oui, mais il faut aussi que les Occidentaux fassent des efforts. D'ailleurs, on n'est pas du tout aberrant. Et donc, là, on est en face de deux approches différentes. L'Europe et le Japon, d'ailleurs, même si le Japon se cache un peu derrière l'Europe. En général, ce n'est pas le tempérament des diplomates japonais de montrer beaucoup à la fenêtre, encore qu'ils aient remarquablement travaillé pour sauver le Trans-Pacific Partnership du retrait américain. La tactique, c'est une tactique de triangulation. On s'allie avec les Américains pour faire bouger les Chinois, et on s'agit avec les Chinois pour faire bouger les Américains. Je parle là uniquement sur le plan commercial et économique, étant entendu que l'enjeu géostratégique et politique, évidemment, c'est une autre forme de relation, ne serait-ce que parce que dans ces domaines-là, l'Europe, malheureusement, est assez faible. Donc la question, c'est de savoir laquelle de ces deux approches va-t-elle finalement faire bouger les Chinois le plus, étant entendu qu'ils ont donné des signaux selon lesquels ils étaient prêts à bouger. C'est l'essentiel de ce qui se joue au plan global. Ce n'est pas le seul sujet. Vous savez que les Américains ont fermé le tribunal de l'OMC à terme. C'est assez astucieux d'ailleurs quand vous faites un hold-up et que vous savez que vous allez être piqué, partir avec la clé du tribunal, c'est assez malin, finalement, quand on regarde ça sur le temps, et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est un sujet d'ailleurs qui n'est pas si compliqué que ça, et qui peut être traité. C'est moins compliqué que d'amener les Chinois à changer quelque chose d'assez structurel dans la manière dont ils ont géré leur pays, en tout cas depuis une dizaine d'années. Donc en gros, je suis d'accord avec mon ami Bob Zolik, qui a pondu ce matin dans le Wall Street Journal un édito, un op-ed extrêmement bien fait de mon point de vue, où il explique pourquoi Trump s'y prend mal. Et il donne quelques raisons pour lesquelles il pense qu'il s'y prend mal, et après, évidemment, parce que c'est un homme raisonnable, il en conclut qu'on pourrait peut-être s'y prendre mieux, et il fait un certain nombre de propositions dont je ne suis pas sûr que
vu que le truc fait presque une page, Trump le lit jusqu'au bout, mais c'est quelque chose qui est intelligent, pensé, et auquel d'ailleurs, si vous voulez avoir une idée d'une autre pensée américaine que celle des tweets de Trump, je vous encourage à vous référer. On disait tout à l'heure que l'année dernière, on avait parlé Chine ou Iran. On reparle de cette année Chine ou Iran. Étant entendu qu'entre-temps, les Américains se sont dégagés de l'accord iranien, ont imposé des sections extraterritoriales, qu'entre-temps, les Européens ont franchi un pas symbolique extrêmement important, qu'ils n'avaient pas franchi en 1998, et qui consiste à mettre en place un véhicule spécial qui s'appelle l'Instex, en euros pour continuer à transacter avec l'Iran en cas de besoin, soit sur le trade, soit sur les investissements. C'est largement symbolique, hein, parce que les conditions d'utilisation de cet instrument sont très complexes, mais c'est suffisamment symbolique pour que les Américains aient fait des pressions considérables sur un certain nombre de pays européens, dont certains d'ailleurs se sont débinés de cette entreprise, ce qui fait que les seuls trois qui, à la fin, portent cette initiative sont l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Cette affaire iranienne est, pour l'instant, à peu près stabilisée, même si les dérogations que Trump avait généreusement accordées aux Chinois, aux Indiens et aux Turcs pour importer du pétrole iranien sont tombées. L'ennui pour nous, d'un certain point de vue, c'est qu'il a ouvert entre-temps un deuxième front, qui est celui de Cuba. En 1998, il y avait deux législations, vous avez des sanctions, Halliburton et Kennedy d'Amato. Les Européens avaient négocié avec M. Clinton des dérogations qui ont permis aux Européens, et notamment par exemple aux Espagnols, d'envahir le marché de l'hôtellerie et de la restauration à Cuba. Maintenant, M. Trump est en train de revenir là-dessus, donc là, on va vers quelques ennuis. Mais disons, ce ne sont pas des ennuis dramatiques. Là où il faut s'inquiéter sérieusement, je ne dis pas que ça arrivera, mais je dis qu'il faut y penser, parce que je suis sûr que Follamore y a pensé, et de savoir si M. Trump fait avec la Chine, un jour, ce qu'il fait avec l'Iran ou avec Cuba. Hein? C'est-à-dire qu'il prend la décision d'interdire d'investir en Chine, ou de commercer avec la Chine. Et ceux qui ne respectent pas cette décision se pèlent des sanctions américaines